Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles. Je suis Benjamin Zano et je co-anime cet épisode avec Denis Souron. Denis, comment vas-tu ? Eh ben, ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode. Mais on est reparti. Et puis, on va essayer de tenir un rythme un peu plus soutenu pour la suite. Parce que là, on avait fait quand même une sacrée pause. Après, ça peut justifier parce que je crois que tu es en train de passer une certification en ce moment. Oui, il se passe des choses dans l'ombre. Hein, mais on en reparlera peut-être plus Ouais, à la je fin. suis d'accord avec toi. Parce que le sujet du jour, c'est enfin Bun.js. Alors, ça fait un peu de bruit en décembre 2023 puisque la version 1.0 était sortie. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que Bun ? Bun is a fast JavaScript all-in-one et sans les mots bullshit, c'est ni plus ni moins qu'un énième moteur d'exécution JavaScript. Alors il est compatible nativement avec TypeScript également, donc coucou Deno et multiplateforme. Est-ce que toi, Denis, t'en connais ? Tu as cité Deno juste avant, donc c'est pas forcément le premier nom qui vient. En général, le premier nom qui vient, c'est Node.js. Voilà, on connaît un peu aussi tous les travers de Node.js. On voit qu'il y a d'autres initiatives pour peut-être prendre le pli sur Node.js. À voir ce que ça va donner. Nous, on vous en parle que maintenant parce que on voulait voir si ça allait faire effet pétard mouillé ou pas. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ont très bien marché après le lancement et puis il y en a d'autres aussi. Ça s'est lancé et puis après, ça a disparu. Je pense notamment à Snowpack, par exemple. Est-ce que tu en entends parler ? Moi, pas trop en ce moment. Voilà, donc du coup on voulait voir aussi dans le temps est-ce que ça résistait un peu. Ça a l'air de résister un peu, donc ça a l'air Exactement, cool. Et du coup Bun arrive en tant que troisième aujourd'hui. Alors il a été créé par Jared Sumner à l'aide du langage de programmation Zig. Et ça serait pour justifier les avantages que présente son contrôle de mémoire à bas niveau. Alors certains auraient dit Rust, je pense à toi Denis par exemple. Non, alors après Rust, c'est la famille Rust, mais disons que voilà, Zig aussi, ça se présente comme un bon concurrent de Rust parce que on aurait on aurait quasiment les mêmes atouts que Rust et on a une syntaxe qui est un peu plus légère. La gestion et le code en Zig serait un peu plus fluide, donc voilà, ce qui permet aux devs évidemment d'aller un peu plus vite. Là où Rust, il y a quand même beaucoup de choses à digérer, donc. Moi, je ne suis pas forcément surpris que ce soit Zig, mais en général, une fois qu'on sait à peu près ce qu'on doit faire, donc ici, par exemple, c'est un moteur d'exécution JS, une fois que le périmètre est bien défini, qu'on utilise du Zig ou du Rust, de toute façon, ça se déroulera bien. Donc. Et du coup, pour en revenir sur Zig, un peu plus précisément, c'est un langage de programmation compilé, impératif et polyvalent, typé statiquement et conçu par Andrew Kelley en 2015, donc un langage qui est quand même assez récent. Et du coup, je te propose qu'on enchaîne sur les objectifs de Bun, parce que là, on a vu un peu sur quoi ça reposait, mais l'intérêt aussi de l'outil, c'est qu'on l'utilise et que ça nous apporte quelque chose. Moi, je le vois comme une extension, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il y a dans Node.js, ou presque, de base, plus des choses qui sont plus de l'ordre du confort, notamment le support de TypeScript, JSX et TSX par défaut. On n'a pas besoin de transpiler notre TypeScript pour qu'il soit exécutable. On n'a pas besoin des TS Node et des choses comme ça. Et de ce que j'ai pu voir, je crois qu'il y a une petite phase de transpilation qui est faite à chaud au moment où c'est exécuté, mais ça a un impact qui est minime sur le runtime, donc c'est plutôt cool. Il y a le support des ES modules. Bon, je pense que ça devient quand même quelque chose de base, quoi. On ne peut pas trop y déroger. Et on a aussi un peu de CommonJS pour ceux qui aiment bien faire du CommonJS. Un des objectifs de Bun, quand même, c'est d'avoir aussi de la performance, parce qu'on connaît Node.js sur certaines choses. Bon, on a vu des backends plus rapides et plus performants que Node.js. On a aussi des choses assez sympas qui sont supportées, comme une partie des API standards du web. Donc ça, c'est cool. On n'a pas besoin de réinventer la roue là-dessus. On n'a pas besoin d'avoir des polyfills. Bon, il y a aussi des choses comme ça côté Node, mais là... c'est intégré dedans, donc c'est cool. Et on a aussi une compatibilité avec Node.js, donc elle n'est pas parfaite. Il doit y avoir 80-90% de la compat avec Node.js qui est assurée. Leur objectif, ils disaient vouloir atteindre les 100%, mais en vrai, on a certains appels Node.js qui sont complètement périmés, quoi. En fait, ils n'ont plus de sens aujourd'hui et ça ne sert à rien presque. Aujourd'hui, en tant que dev, on ne va même pas les utiliser, quoi. Et est-ce que toi, tu en retires des features marquantes pour toi, pour ton utilisation future ?
Alors en fait, ouais, au niveau de la gestion de fichiers, on a des choses vraiment sympas qui sont intégrées de base dans la gestion de Bun. On a la possibilité typiquement d'importer des TXT directement en string. Donc on fait import machin from mon fichier.txt et la variable qu'on récupère, c'est directement une chaîne de caractères. Donc là, on n'a pas besoin de faire le read file et tout ça. C'est assez intéressant quand on a des fichiers qui sont déjà dans notre code base et des choses comme ça. Bon, sur les TXT, c'est pas forcément le plus marquant, mais on peut imaginer d'autres formats de fichiers où on est content d'avoir directement la chaîne de caractères sans avoir les instructions de bas niveau avec... faut demander au système d'exploitation de bloquer la lecture, machin. Pas forcément très intéressant. Dans la même veine, on a aussi d'autres imports qui sont gérés de base. Genre par exemple, tout ce qui est JSON et TOML, eh ben, en fait, on peut les importer directement et on obtient un objet JS. Donc on a directement le JSON.parse et tout, et ça construit. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et ce que j'avais vu aussi, c'est que si on a une base de données en SQLite, en fait, on peut aussi importer... alors là, il faut une instruction un peu particulière. Il faut lui donner des informations en plus pour lui dire attention, c'est du SQLite. Et il est capable de nous récupérer notre base de données comme ça. Donc c'est des trucs plutôt cool, je trouve. C'est pas grand chose, hein, mais ça aide bien au niveau de la syntaxe et tout. Ça nous évite des choses un peu débiles de lecture de fichiers. En général, quand on travaille avec du JavaScript, on n'a pas forcément envie de trop s'embêter avec des choses bas niveau, quoi. C'est pas là-dessus qu'on va concentrer nos efforts, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa aussi ? Il y a le support des fichiers .env de base. Et du coup, côté Node, etc., on était à chaque fois obligé d'utiliser une dépendance qui s'appelait .env files, ou alors on faisait d'autres solutions. Vite, par exemple, utilise directement les .env aussi, mais on était obligé d'avoir une surcouche. Voilà. Tandis que là, c'est supporté directement, donc c'est cool. On a un bundler en plus du runtime. On a un test runner aussi. On peut faire des plugins. Donc il y en a qui sont déjà faits. Il y en a qu'on peut dev, il y en a qui sont dev par la communauté. Et donc, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des imports de fichiers et tout ça. Et en fait, on pourrait faire un plugin qui décide d'importer du YAML en Objet.js, par exemple. Voilà. Donc, c'est des trucs vraiment sympas qu'on peut faire, des petits bouts de code pour agrémenter notre code base, et ce qui simplifie le reste de la code base, quoi. Je pense qu'on peut se faire un petit comparatif point fort, point faible de Bun, qu'on parle vraiment des avantages, qu'est-ce qui peut nous faire migrer vers Bun, et peut-être aussi qu'est-ce qui peut nous freiner, et tout ça. Je te laisse à la limite démarrer avec les points forts, les avantages en fait. Et je vais commencer par un des points moi, qui me tient à cœur, c'est que out of the box, on peut utiliser Bun avec TypeScript. Donc ça veut dire pas de transpilation, pas de target JavaScript à définir. C'est vrai qu'on avait retrouvé ça aussi chez Deno. On le retrouve toujours pas chez Node aujourd'hui. Et de plus en plus, effectivement, on a eu déjà quelques discussions lors des précédents épisodes de Frontend Chronicles sur est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on fait que du TypeScript et plus de JavaScript. Et en fait, là, ça va aussi nous accompagner sur le fait qu'on puisse continuer dans notre écosystème de TypeScript sans forcément se préoccuper du JavaScript qui est pondu derrière. Deuxième point qui est intéressant, c'est aussi pas besoin de dépendance externe pour fonctionner, parce que en son sein, en fait, il a une bibliothèque standard intégrée. Bon, alors un petit peu comme Node.js, bien sûr, sauf que tu en as parlé précédemment, il y a aussi des surcouches au file system qui permet de façon assez pratique, comme tu l'as dit encore une fois, d'aller lire des fichiers TXT et d'avoir directement le contenu dans une variable JavaScript. Il y a aussi une caractéristique intéressante qui va être le rechargement à chaud. Là où Node.js, pendant longtemps, on avait besoin d'un package externe comme NodeDaemon, ou bien d'un flag watch qui était plus ou moins instable pendant un certain temps. Là, aujourd'hui, Bun le propose, encore une fois, out of the box. Il y a également plus de maturité sur l'écosystème JavaScript, Node.js et côté serveur. Pourquoi ? Ça s'explique tout simplement parce que Bun.js est assez récent, donc il va profiter du recul qu'on va avoir sur le développement qu'on a fait en Node.js, les points faibles, ses points forts, notamment par exemple la possibilité de s'interfacer avec certaines parties de Node.js. Et enfin, on va pouvoir parler aussi du côté moins clivant que Deno. Une des choses qui m'a le plus choqué, le plus rebuté sur Deno, c'est notamment sa gestion un peu particulière
des dépendances. Pendant longtemps, on ne pouvait pas utiliser ce qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser pour nos dépendances, c'est le package.json. Et Deno propose, lui, la possibilité également d'utiliser directement des binaries en tant que dépendance pour votre projet. Là, aujourd'hui, Bun va arriver avec son propre gestionnaire de dépendance dans son CLI et qui est, de ce que j'ai pu voir, très rapide. En tout cas, c'est dans les métriques qu'ils aiment bien mettre en avant. Après ça, on verra à l'usage, parce que bon, c'est très rapide jusqu'à ce que ça ne le soit pas, quoi. Exactement, c'est la guerre des métriques. Ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce que j'avais bien aimé aussi dans Bun, quand je m'étais renseigné et que j'avais commencé à l'utiliser un peu, c'est que je trouve que la doc, elle est bien construite. Et donc, du coup, en fait, elle donne envie de tester Bun. Voilà. Et puis surtout, on fait un petit POC, on fait un petit bout de code, un petit outil. Avant, je l'aurais fait en Node. Là, je pense qu'aujourd'hui, je le ferai en Bun. D'accord. Quoi. Par contre, bon, tout n'est pas rose non plus. Pourquoi on fait encore du Node aujourd'hui ? Parce que Bun, c'est pas forcément encore prêt. C'est production ready, hein, mais c'est pas encore omniprésent. Et en fait, on voit un phénomène que, pour Bun, j'ai envie de parler de Node killer, mais j'ai envie aussi de faire un parallèle avec un autre phénomène que vous connaissez peut-être, qui est le WoW killer. Alors, WoW, c'est le MMO World of Warcraft. Et en gros, un WoW killer, c'est un MMO qui veut remplacer World of Warcraft, mais la grande majorité échoue. Et en fait, résultat, même avec 20 ans d'existence, World of Warcraft existe toujours. Et il y a plein de MMO qui se disaient remplacer World of Warcraft, qui aujourd'hui sont morts. Et à part Final Fantasy XIV, il n'y en a quasiment pas. Et en fait, ce qu'on voit ici avec Bun, c'est que en fait, on crée une solution qui est censée remplacer l'offre actuelle, donc Node. Sauf que c'est pas évident de gagner du terrain sur un marché qui est déjà en place. Et même si on est meilleur, c'est pas pour autant qu'on va gagner du marché. Si on n'arrive pas à séduire la majorité du public, on finit juste avec une solution de plus qui fait pas l'unanimité, quoi. Et on divise encore plus l'offre au lieu de l'unir. Donc en gros, au lieu d'avoir une nouvelle solution qui va remplacer toutes les autres, on se retrouve avec une offre de plus dans le catalogue. Et il y avait un XKCD, on vous le mettra dans les notes de l'émission, qui parlait de ça. En fait, c'est le XKCD, il parle de comment les standards prolifèrent. Et en fait, on a une situation de base où en fait, on a 14 standards en compétition. Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Pourquoi il y a 14 standards ? C'est ridicule. On devrait développer un standard universel qui va couvrir tous les cas. » Au final, qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère 15 standards en compétition. Voilà. On vous mettra le XKCD, il est vraiment très drôle. Mais c'est un peu, un peu ce phénomène-là. Et ça ne veut pas dire que Bun s'y prend mal, ça ne veut pas dire que Bun, c'est une mauvaise solution. Mais il ne faut pas forcément qu'on enterre Bun parce que, en fait, ils ont du chemin à parcourir. Et en attendant, ce n'est pas forcément très, très répandu. Voilà. Sinon, on peut parler aussi de certains problèmes de dépendance qui ne sont pas forcément résolus avec Bun. Voilà, sur la gestion de dépendance, les nodes modules. Mais bon, ça, on hérite aussi de JavaScript qui est un langage interprété. Et enfin, dernier point quand même, c'est que ce n'est pas compatible avec tout. On ne peut pas juste l'installer et l'utiliser directement. Alors, oui et non, ça dépend sur quoi. Vous voulez faire un petit back-end JS, vous pouvez utiliser du Bun, sans problème. Par contre, là, vous avez votre application Angular, React, Vue, peu importe, Svelte, et vous voulez changer l'exécuteur JavaScript et passer sur du Bun. Là, c'est pas du tout trivial, quoi. Pour la plupart des cas, ça va mal se passer, quoi, pour l'instant. Et nous arrivons déjà à la conclusion de ce podcast. Denis, si demain tu devais passer à Bun, ça serait pour quelle raison ? Globalement, ça serait plus pour du serveur pour l'instant, comme je le disais avant. Principalement parce que pour le support, c'est beaucoup plus simple. Et il y a plein d'utilitaires sympas. Et puis, on nous présente aussi un peu de la perf et du support de base de TypeScript. Alors après, c'est un peu le monde des bisounours, hein, mais je me dis que côté back-end, on peut déjà envisager ça. Et après, côté front, avoir l'adoption, avoir les bugs aussi. Voilà, je ne suis pas forcément pour l'utiliser tout de suite. Je pense, par exemple, là, je parlais tout à l'heure du support Angular. Angular, ils avaient aussi fait un support de ESBuild par le passé, avant, en expérimental, quoi, avant de l'intégrer. Quand j'ai essayé en mode expérimental, ça se vautrait quand même assez souvent et c'était chiant parce qu'il n'y a pas de doc et puis tu es un peu laissé à toi-même.
une fois que c'était passé fin d'expérimental et puis full support, là, ça n'a rien à voir, quoi. Là, on peut l'utiliser direct, quoi. Donc, voilà. Côté back-end, pourquoi pas. Et côté front, attendre le support officiel, parce que autrement, les supports expérimentaux, pour moi, c'est trop bancal, quoi. Ok. Et toi ? Tu utiliserais ou pas ? Tu as envie de découvrir ? Tu as envie de l'éprouver un peu ? Ouais, carrément, ça m'a donné envie. En fait, me concernant, c'est plus, comme tu l'as dit, TypeScript. Le support de TypeScript out of the box, c'est très très bien. Et il y a aussi ces propositions sur l'écosystème JavaScript et la potentielle rétrocompatibilité avec Node.js, même si, comme tu l'as dit, c'est pas parfait. Il y a quand même un premier pas, je pense, dans le bon sens pour pousser l'adoption. Même si tout n'est pas parfait, j'aime bien le fait qu'ils essaient de gommer les problèmes de gestion de package qu'il y a avec NPM notamment, en proposant son propre installeur de dépendance, contrairement un peu à la philosophie de Deno qui est quand même assez clivante. Comme j'ai déjà dit dans ce podcast, il ne faut pas forcément voir que le temps d'installation sur son poste, mais aussi le temps des installations et des rejouabilités en CI. Avant de vous laisser, on vous mettra quand même un petit lien dans les notes de l'émission aussi pour Awesome Bun qui vous recense un peu tout ce qui se passe autour de Bun. Donc il y a notamment des articles, des templates, des frameworks qui vont utiliser Bun, des utilitaires, notamment des plugins comme je vous en parlais, mais aussi des vidéos, des outils autour, etc. Et puis je crois qu'on approche de la fin, non ? Exactement. Et Denis, tu nous as parlé un petit peu de certification en ce tout début d'épisode. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, je savais que tu allais revenir là-dessus. Non, en vrai, en ce moment, je suis en train de passer une certification. Et en vrai, ça pourrait être sympa peut-être de discuter des sujets certification côté front et entre guillemets, de la valeur que ça peut avoir aussi. Parce que moi, je trouve que c'est tout le dilemme des certifications, quoi. Parce qu'il y a des certifications très lourdes qui ont du poids, et puis des fois, il y a d'autres certifications, mais c'est un peu comme un billet de Monopoly, quoi. C'est-à-dire que tu l'as, mais en fait, ça vaut pas grand-chose, quoi. Donc ça pourrait être intéressant qu'on en discute, je pense. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, et vous retrouverez des liens super intéressants dans les notes de l'émission. Je crois qu'on a vraiment fini cette fois-ci, Denis. On peut leur dire à la prochaine. Salut ! À la prochaine, salut !